Sébastiana se réveilla ce matin-là avec une oppression sur la poitrine, plus profonde que n'importe quelle douleur physique. À 72 ans, elle connaissait bien son corps. Les genoux qui craquaient à chaque pas, les doigts qui s'enraidissaient en hiver, le dos qui s'était lentement voûté au fil des décennies de dur labeur. Pourtant, ce qu'elle ressentait à présent ne venait pas des os. C'était cette certitude qui s'était silencieusement ancrée en elle. Elle n'était plus la bienvenue ici. La maison en pisé restait silencieuse dans la première lueur grise du jour. La ferme n'était pas encore éveillée, les animaux dormaient, et même le vent semblait retenir son souffle un instant. Dans la chambre du fond, Édilène et son mari Cicéro étaient encore au lit. Pourtant, Sébastiana avait l'impression de percevoir leur agitation à travers les murs épais. Depuis des semaines, elle flottait comme un nuage sombre au-dessus de cette maison. Il y a 2 ans, elle s'était installée ici après avoir vendu son propre lopin de terre. Elle l'avait fait sans hésiter, par amour. L'argent devait aider Édilène à acheter plus de bétail, à agrandir la ferme, à mener une vie meilleure. À l'époque, Sébastiana pensait que les sacrifices étaient naturels quand on est mère. Aujourd'hui, elle avait l'impression qu'avec cette vente, elle n'avait pas seulement cédé sa terre, mais aussi sa place dans le monde. Elle se leva lentement et s'habilla, veillant à ne faire aucun bruit. Chaque pas était précautionneux, comme si le simple craquement du plancher pouvait contrarier quelqu'un. Dans la cuisine, elle mit du bois dans le fourneau, comme elle l'avait fait toute sa vie. Travailler signifiait exister pour elle. Tant qu'elle faisait quelque chose, elle était encore quelqu'un. Elle mit de l'eau à chauffer, prit 3 œufs dans le panier. 3. Pas plus. Elle avait appris à compter depuis que chacun de ses gestes était commenté. Tandis que le feu crépitait, elle entendit des pas derrière elle. Édilène se tenait sur le seuil de la cuisine. Sans maquillage, les cheveux ébouriffés, le regard dur. Pas de salut, pas un mot gentil. Son regard tomba immédiatement sur les œufs. « Encore », dit-elle. Pas de cri, pas de colère bruyante. Juste cette froide irritation qui pesait plus lourd que n'importe quel éclat. « Sais-tu seulement combien cela coûte ?» Sébastiana s'arrêta. Ses doigts serrèrent la coquille d'œuf comme si elle avait besoin d'un appui. « Je pensais que vous mangeriez peut-être quelque chose avant de sortir, » répondit-elle doucement. « Vous travaillez toute la journée. » Édilène rit brièvement, d'un ton sec. « Je mange en ville, c'est moins cher. Là-bas au moins, chaque bouchée compte. » Elle saisit une pile de papier et la projeta sur la table. Factures, tickets de pharmacie, ordonnances médicales. « Et ça ?» poursuivit-elle. « 400 réais, encore une fois, des médicaments, toujours des médicaments. » Sébastiana regarda les papiers comme si ses manquements y étaient inscrits, noir sur blanc. Tension artérielle, diabète, vitamines. Des choses que le médecin avait jugées nécessaires. Nécessaires. Un mot qui, autrefois, signifiait la sécurité. C'était désormais un fardeau. « Le médecin dit que j'en ai besoin, » murmura-t-elle. « À mon âge ?» Édilène croisa les bras. « À ton âge, on ne devrait pas s'attendre à ce que les autres paient tout. » Puis vint la phrase que Sébastiana redoutait. « Tu n'aides plus à rien ici. » Cela la frappa comme un coup. Plus à rien. Elle pensa aux années suivant la mort de son mari, à l'époque où elle était seule avec une petite fille et un champ qu'il fallait malgré tout cultiver. Aux longues journées sous le soleil, aux nuits pleines d'inquiétude, à la vache qu'elle avait vendue pour acheter des livres scolaires. À l'époque, personne ne demandait si elle en était capable. Elle le faisait
tout simplement. Cicéro entra dans la cuisine, encore à moitié hébété, une odeur d'alcool flottant autour de lui. Il marmonna un salut sans regarder Sébastiana. Elle lui servit du café, les mains tremblant légèrement. Elle s'assit à table avec eux, mais personne ne parla. Le silence était plus lourd que les mots. « Elle ne le pense pas vraiment », finit par dire Cicéro sans conviction. Sébastiana hocha simplement la tête. Elle savait qu'il ne la défendrait pas. Soudain, la porte s'ouvrit de nouveau. Édylène était sortie et revenait, plus déterminée que jamais. Elle jeta son chapeau sur la chaise. « Main, commença-t-elle. Nous devons parler. » Sébastiana sentit son estomac se nouer. Ces mots flottaient pointés dans l'air depuis des semaines. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle malgré tout. Édylène s'assit comme si elle portait un fardeau. « Ça ne peut plus continuer comme ça. Les coûts sont trop élevés. Nous n'y arrivons pas. »« Je peux chercher du travail » proposa Sébastiana. Elle savait elle-même combien cela sonnait impuissant, mais elle ne voulait pas abandonner sans lutter. Édylène secoua la tête. « Quel travail? Tu es vieille. Tu n'as rien dont on ait besoin aujourd'hui. » Puis vint la proposition que Sébastiana avait déjà pressentie au fond d'elle. Un foyer en ville, une prise en charge, les repas, d'autres personnes âgées, des mots qui sonnaient bienveillants et pourtant comme un adieu. Sébastiana ne dit plus rien. Elle se contenta d'écouter. Et à ce moment-là, elle comprit qu'aux yeux de sa fille, elle n'était plus une mère, mais un problème, une facture, un poids. Elle baissa les yeux et se tut. Mais au plus profond d'elle, quelque chose commença à grandir. Pas de la colère, pas de la haine, mais l'intuition ténue que cette histoire ne s'arrêterait pas là, même si elle venait de tout perdre. Les jours suivant cette conversation passèrent lentement, mais pas dans le calme. Dans la maison, quelque chose avait basculé, comme si une frontière invisible avait été tracée. Les mots se firent plus rares, les regards plus froids. Sébastiana se déplaçait dans les pièces comme une invitée restée trop longtemps et qui en avait conscience. Chaque pas semblait exiger une excuse, chaque souffle un reproche silencieux. Édylène ne lui parlait presque plus directement. Quand elle disait quelque chose, c'était à propos des factures, des dépenses, de ce qui n'est plus possible. Les salutations du matin et du soir avaient disparu, comme si on les avait délibérément rayées du quotidien. Cicéro se taisait encore plus qu'avant et cherchait refuge dans l'alcool, comme pour se cacher de ses responsabilités. Sébastiana commença à se lever plus tôt et à se coucher plus tard, juste pour ne gêner personne. Elle nourrissait les poules, balayait la cour, effectuait de petites tâches que plus personne ne remarquait. Non pas parce qu'elle voulait aider, mais parce que l'immobilité lui donnait l'impression de mourir. Dans la vieille boîte en fer blanc sous son lit se trouvaient ces quelques documents. Elle y conservait aussi une enveloppe jaunie, arrivée par la poste il y a des mois. Elle ne l'avait jamais ouverte. Édylène s'emparait toujours des courriers en disant qu'il ne s'agissait que de publicité ou de lettres inutiles de la ville. Sébastiana n'avait pas protesté. Elle avait appris à ne plus rien revendiquer. Une après-midi, elle entendit des voix sur la véranda. Basses, conspiratrices. Sébastiana se tenait dans la cour et reconnut immédiatement le ton de sa fille. Édylène parlait ainsi autrefois, enfant, lorsqu'elle tramait quelque chose. Mais cette fois-ci, c'était Sébastiana elle-même qui faisait l'objet du plan. « Aujourd'hui, » dit Édylène à voix basse. « Aujourd'hui, c'est mieux. Le soir. » Sans rien lui dire, demanda Cicéro avec hésitation. « Elle devra l'accepter, » répondit Édylène.
C'est décidé. Sébastiana sentit ses jambes se dérober. Elle se retira discrètement, s'assit sous le vieil arbre que son mari avait planté à la naissance d'Edilène. Là, elle avait souvent prié, souvent pleuré. À présent, elle fixait le vide. Elle savait ce qui allait arriver. Le soir, quand le ciel devint rouge, on frappa au portail. Un bruit de moteur, étranger et définitif. Edilène ouvrit, sa voix devint soudain douce, presque prévenante. Sébastiana se tenait sur le seuil et vit les deux femmes en uniforme. Leur visage arborait ce sourire professionnel qui imite la compassion. « Main !» appela Edilène. « Elles sont là. » Sébastiana retourna lentement dans sa chambre. Elle prit ses quelques affaires, les déposa dans un vieux linge. Chaque objet semblait être une partie de sa vie. Lorsqu'elle revint dans le salon, Edilène évitait son regard. « C'est mieux comme ça, » dit-elle. « Pour tout le monde. » Sébastiana ne répondit pas. En sortant, elle se retourna une dernière fois. « Le jour viendra, » dit-elle calmement, « où tu te souviendras de ce moment. » Edilène ne comprit pas. Elle rit nerveusement. « Tu divagues, main. » Sébastiana se tut. La porte se referma derrière elle. Et tandis que le véhicule s'éloignait, elle sut qu'elle avait perdu sa maison, mais pas encore sa vie. Le trajet dans la voiture blanche se fit en silence. Sébastiana était assise sur la banquette arrière, les mains jointes fermement sur ses genoux, comme pour garder sa contenance. Par la fenêtre, le paysage défilait, familier et pourtant déjà lointain. Chaque kilomètre l'éloignait davantage de la terre sur laquelle elle avait enfanté, travaillé, aimé. Elle n'éprouvait aucune colère, seulement une profonde fatigue, comme si son cœur était devenu plus lourd que son corps. La maison de retraite se trouvait dans une rue bruyante, un bâtiment gris sans charme ni histoire. Un lieu fonctionnel, mais sans vie. Lorsqu'elle descendit, ses jambes tremblaient, mais elle se força à marcher droite. Non par orgueil, mais par habitude. Toute sa vie, elle avait appris à ne pas tomber. À l'intérieur, cela sentait le désinfectant et l'air rassis. Des voix résonnaient dans le couloir, étouffées, lasses. Une femme à la voix aimable mais distante l'accueillit, prit ses coordonnées, expliqua les règles, les horaires, les procédures. Sébastiana hochait la tête sans vraiment écouter. Des mots comme déjeuner, médicaments, heure du coucher se confondaient en un bourdonnement uniforme. La chambre était à la fois grande et vide. Des lits métalliques étaient alignés, séparés par d'étroits passages. Dans chacun d'eux gisait une histoire que plus personne ne voulait entendre. De vieilles femmes au regard vide, d'autres marmonnant, certaines immobiles comme des pierres. Sébastiana s'assit sur le bord de son lit et serra son baluchon. C'était tout ce qu'il lui restait. La première nuit fut longue. Tout, gémissement, grincement des lits. Sébastiana fixait le plafond en se demandant à quel moment précis sa vie en était arrivée là. Non pas avec amertume, mais avec une clarté dépouillée qui faisait presque mal. Elle pensa à Edilène. Non pas à l'adieu, mais à la petite fille qui courait autrefois pieds mains nus dans la poussière. Les jours devinrent monotones. Des repas sans goût, des conversations sans espoir. Sébastiana attendait. Des pas dans le couloir, son nom, une voix familière. Mais personne ne vint. Le téléphone resta muet. À chaque matin, elle perdait un peu plus de poids, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Un matin, elle était assise dans la cour intérieure et observait une plante qui poussait malgré le manque de soins. Quelque chose s'anima en elle, une force ténue et tenace qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle repensa à ses paroles lors du départ, sans savoir pourquoi.
à la terre de sa ferme, à la vie qu'elle y avait laissée. Cette nuit-là, elle ne put dormir. Elle se leva, lentement, prudemment. La porte au bout du couloir n'était pas verrouillée. Le gardien dormait sur sa chaise. Sébastiana passa devant lui sans se retourner. Chaque pas était une promesse faite à elle-même. Lorsqu'elle se retrouva dehors, l'air froid la frappa comme une libération. Elle n'avait pas de but, pas de plan. Seulement la certitude qu'elle ne voulait pas mourir ici. Plutôt dans la rue, pensait-elle, qu'enterrée vivante. Elle se mit en marche, seule dans l'obscurité. Et sans le savoir, elle s'approchait du tournant de sa vie. La nuit était calme. Seul le grondement lointain de la ville accompagnait les pas de Sébastiana. Elle avançait lentement, à tâtons, comme si elle devait réapprendre à être libre. Chaque respiration lui semblait plus pure que toutes ces journées passées au foyer. Mais ses forces étaient quote limitées. À un carrefour mal éclairé, elle trébucha, son genou heurtant violemment l'asphalte. Une douleur brève et vive la traversa, et elle resta assise, surprise par sa propre faiblesse. « Tout va bien ?» La voix était calme, sans précipitation. Sébastiana leva les yeux et vit un jeune homme, d'une trentaine d'années peut-être, aux yeux fatigués mais au visage ouvert. Il portait des vêtements de travail. Ses mains étaient rugueuses, comme celles de son mari autrefois. « Ça va ?» dit-elle, mais sa voix la trahissait. Il s'agenouilla près d'elle, l'aida prudemment à se relever, vit son genou écorché. Sans dire grand-chose, il sortit un linge propre de sa poche et tamponna délicatement le sang. Ce geste simple, dénué de pitié ou de curiosité, toucha Sébastiana plus profondément que n'importe quelle parole aimable des dernières semaines. « Vous ne devriez pas circuler seule la nuit, » dit-il. « Avez-vous quelqu'un chez qui aller ?» Sébastiana resta silencieuse un instant. Pour la première fois depuis longtemps, elle eut un faible sourire. « Peut-être maintenant, » répondit-elle. Il se présenta comme étant João Batista, ouvrier dans une usine textile, sur le chemin du retour après son service de nuit. Voyant son hésitation, il lui proposa sans attendre de l'emmener. « Notre appartement est très petit, » dit-il, presque pour s'excuser. « Mais ma femme comprendra. » La maison se trouvait dans une rue calme, à la lisière de la ville. Quand João ouvrit la porte, Clara était dans le couloir, encore en pyjama. Elle vit Sébastiana, vit son genou blessé et ne posa aucune question. Elle prit la main de Sébastiana comme si elle l'avait toujours connue. « Asseyez-vous, » dit-elle calmement. « Nous allons nous occuper de ça. » Pendant que Clara nettoyait et pansait le genou, Sébastiana observait la petite cuisine, les meubles simples, la Bible sur la table. Rien n'était luxueux ici, mais tout semblait ordonné, chaleureux, vivant. Quelque chose en elle se détendit, comme si son corps avait reconnu cet endroit. Cette nuit-là, Sébastiana dormit dans une petite chambre au fond. Le lit était étroit, la couverture mince, mais elle dormit d'un sommeil profond, sans sursaut, sans le bruit de corps étrangers. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait plus de trop. Le matin, elle fut réveillée par l'odeur du café. Clara était devant la cuisinière et fredonnait doucement. João se préparait pour le travail, il prit congé avec une tendresse qui émut Sébastiana. Personne ne lui demanda combien de temps elle resterait. Personne ne posa de conditions. Plus tard, alors qu'elles étaient assises ensemble à table, Sébastiana raconta un peu son histoire. Pas tout, juste assez pour être comprise. Sa fille, le foyer, la nuit de fuite. Clara l'écoutait en lui tenant la main. João hocha simplement la tête et finit par dire
Parfois, la vie nous envoie dans des endroits que nous n'avons pas choisis. Mais cela ne veut pas dire que nous devons y rester. Sébastiana les regarda tous les deux et sentit que quelque chose en elle guérissait lentement. Elle ne savait pas encore ce qui allait arriver. Mais elle savait qu'à partir de ce moment, elle n'était plus seule. Quelques jours passèrent sans que Sébastiana ne les compte. Pour la première fois depuis longtemps, le temps ne s'écoulait plus comme un fardeau, mais comme quelque chose de naturel. Elle aidait Clara pour les tâches ménagères, lentement, avec précaution, et personne ne la pressait. Joan partait tôt au travail et revenait fatigué, mais toujours avec un regard amical, comme pour s'assurer qu'elle était toujours là. Sébastiana recommença à dormir, à vraiment dormir, sans la sensation d'être réveillée ou renvoyée à tout moment. Par un après-midi chaud, on frappa à la porte. Clara ouvrit et vit un homme d'un certain âge, bien habillé, avec une serviette en cuir sous le bras. Son attitude était respectueuse, presque hésitante. « Je cherche Donna Sebastiana, » dit-il. « Je m'appelle Antonio. Je suis avocat. » Sebastiana sentit son cœur battre plus vite. Un avocat n'appartenait pas au monde dans lequel elle évoluait. Il s'assit à la table, posa sa serviette sur ses genoux et la regarda sérieusement. « J'essaie de vous retrouver depuis des semaines. Les courriers ont été envoyés à votre ancienne adresse, à la ferme. » Sebastiana fronça les sourcils. Des courriers. Elle repensa à l'enveloppe jaunie qu'elle n'avait jamais ouverte, à tout le courrier qu'Edilène avait toujours récupéré. « Ma fille s'en est toujours occupée, » dit-elle doucement. Antonio prit une grande inspiration, comme pour se recueillir. Il y a quelques mois, une étude géologique a été menée dans la région de votre ferme. Les résultats sont extraordinaires. Il ouvrit sa serviette et déposa des documents sur la table. Des chiffres, des cartes, des sceaux officiels, des mots que Sebastiana comprenait à peine, mais dont elle percevait le poids. Sous votre terre se trouve un gisement important de pierres précieuses, dit-il calmement. La valeur estimée est d'environ 20 millions de réais. Le silence se fit dans la pièce. Clara tenait la main de Sebastiana comme si elle avait deviné qu'elle allait perdre l'équilibre. Sebastiana ne ressentit aucun triomphe, aucune joie, seulement une clarté profonde et brûlante. Les lettres, la précipitation, le moment où elle avait été envoyée au foyer, tout s'emboîtait. « Ma fille le savait, » dit-elle enfin, plus comme un constat que comme une question. L'avocat hocha lentement la tête. Il est très probable que la correspondance ait été interceptée. Sebastiana ferma les yeux un instant. Aucune soif de vengeance ne l'animait. Juste quelque chose de ferme, d'irréversible. « Je veux que tout soit réglé correctement, » dit-elle, « et je veux qu'elle ne l'apprenne que lorsque je l'aurai décidé. » Antonio acquiesça. « C'est votre droit le plus strict. » Lorsqu'il fut parti, Sebastiana s'assit dehors dans la petite cour. Le soleil était bas, la lumière était douce. Pour la première fois depuis son expulsion, elle ne se sentait plus à la merci des autres. Elle le savait. Elle retournerait là-bas. Non pas comme une mendiante, mais comme une femme qui décidait enfin de sa propre vie. Le retour à la ferme eut lieu par une matinée claire. Sebastiana était assise sur le siège passager, les mains calmes sur ses genoux, tandis que Joan conduisait et que Clara restait silencieuse à ses côtés. Le chemin était le même que d'habitude, mais pour Sebastiana, il semblait étranger, comme si elle le voyait pour la première fois. Le paysage paraissait plus vaste, plus ouvert, et elle sentait qu'elle ne revenait plus pour demander quoi que ce soit. Lorsqu'ils atteignirent le portail,
Edilène était dans la cour en train d'étendre le linge. Le moment où elle reconnut sa mère fut bref et pourtant révélateur. Son visage blêmit, son mouvement se figea. Cicéro émergea de la maison, une bouteille à la main, et resta pétrifié comme s'il avait vu un fantôme. Sébastiana descendit lentement de voiture. Elle s'appuya légèrement sur João, non par faiblesse, mais par sérénité. « Je suis venue régler ce qui m'appartient », dit-elle sans colère. Sa voix était basse, mais claire. Edilène essaya de sourire. « Mais, nous nous sommes inquiétés. » Sébastiana la regarda, assez longtemps pour que ses paroles s'évaporent. Puis l'avocat s'avança. Il se présenta, cita des paragraphes, parla de droits de propriété, de correspondances interceptées, de délais. Les mots paraissaient sobres, presque froids. C'est précisément pour cela qu'ils étaient efficaces. Quand Sébastiana mentionna les lettres, Edilène détourna le regard. Ce silence en disait plus que n'importe quelle explication. Sébastiana ressentit un pincement au cœur, mais elle le laissa passer. « Tu as pris ta décision à Noël, » dit-elle calmement. « Maintenant, je prends la mienne. » L'avocat fixa un délai, 48 heures. Edilène s'effondra sur une chaise, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Elle pleura, supplia, expliqua. Cicéro titubait, incapable de dire un mot. Sébastiana écoutait sans bouger. Puis elle reprit la parole. « Tu as deux options. » Elle les énonça sans dureté. Rester en tant qu'employé, avec un salaire et des règles, ou partir et ne jamais revenir. Edilène comprit immédiatement ce que cela signifiait. L'orgueil n'était plus d'aucun secours ici. « Je reste », finit-elle par dire, d'une voix faible. Sébastiana hocha la tête. « Alors tu m'appelleras Donna Sebastiana. » Ce n'était pas un acte de cruauté, mais une limite. Une limite tracée trop tard, mais nécessaire. Lorsqu'elle se détourna et quitta la maison avec Clara et João, Sébastiana sut que ce n'était pas une victoire. C'était l'ordre rétabli. Et l'ordre était parfois la seule chose qui rendait la guérison possible. Les mois suivants transformèrent la ferme de manière discrète, mais irréversible. Là où régnait autrefois l'immobilisme et la tension, le mouvement renaissait. À côté de l'ancienne maison, un nouveau bâtiment s'élevait, lumineux, ouvert, avec de larges fenêtres et une véranda offrant une vue imprenable sur les terres. Sébastiana observait tout avec une attention tranquille. Elle intervenait rarement, mais chaque décision émanait d'elle. Pas bruyamment, pas de façon démonstrative, mais avec l'assurance d'une femme qui avait repris sa vie en main. Clara et João firent partie de cet endroit, comme s'ils y avaient toujours vécu. Ils travaillaient, planifiaient, apprenaient et appelaient Sébastiane « mère » sans hésiter. Ce mot la touchait profondément à chaque fois, non pas comme une blessure, mais comme le rappel que l'amour ne se perd pas, simplement parce qu'il a été méprisé une fois. Edilène vivait en retrait. Elle se levait tôt, accomplissait ses tâches en silence, avec précision. La ferme s'était agrandie, les journées étaient longues. Personne ne l'humiliait, personne ne lui rappelait son nouveau rôle. Pourtant, tout lui rappelait ce qu'elle avait perdu. Quand elle voyait Clara offrir son bras à Sébastiana ou João l'écouter comme si chaque parole comptait, Edilène ressentait un poids qu'aucune somme d'argent au monde n'aurait pu compenser. 1 an après ce matin de décembre, Sébastiana la fit appeler. Edilène entra comme quelqu'un qui a appris à attendre. Elle se tint devant elle, le regard baissé, les mains immobiles. « Dis-moi » commença Sébastiana. « As-tu regretté parce que tu as perdu de l'argent ou parce que tu as perdu ta mère ?» La question ne laissait aucune échappatoire. Edilène resta longtemps silencieuse.
Puis elle dit, « Au début, à cause de l'argent, je n'ai pas honte de le dire, mais plus tard, j'ai compris ce que j'avais vraiment détruit. » Sébastiana la regarda. En cet instant, elle ne cherchait plus de coupable, mais la vérité. « Je te donne la possibilité de revenir, » dit-elle enfin. « Pas en tant qu'héritière, pas en tant que centre du monde, mais en tant que fille qui a appris. » Edilène hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je le prouverai, » dit-elle. Sébastiana savait que le pardon n'est pas un instant, mais un chemin, et qu'elle n'aurait pas à le parcourir seule. Et l'hiver arriva tôt cette année-là. Sébastiana ne le sentit pas d'abord dans l'air, mais dans son corps. Une fatigue s'installa en elle, plus profonde que tout ce qu'elle avait connu. Le médecin parla calmement, avec pragmatisme, d'un cœur affaibli, d'un temps qu'on ne peut planifier. Sébastiana écouta et hocha la tête. Elle ne ressentait aucune peur, seulement le désir de vivre consciemment les jours qui lui restaient. Clara et João ne la quittaient que presque plus. Ils cuisinaient, lui faisaient la lecture, l'accompagnaient sur la véranda d'où l'on pouvait contempler les terres. Edilène assuma silencieusement les soins. Elle lui donnait ses médicaments, l'aidait à marcher, restait éveillée la nuit quand la respiration de sa mère devenait irrégulière. Ce n'était pas de grands gestes, mais une présence quotidienne et silencieuse. Et c'est précisément là que résidait leur vérité. Un soir, Sébastiana les appela tous les trois auprès d'elle. Sa voix était faible, mais claire. Elle parla du testament, de la décision de tout partager équitablement, non pas selon le sang, mais selon la responsabilité. Clara et João devaient en diriger la maison et l'entreprise. Edilène, la terre et l'eau. Personne ne protesta. Personne ne se sentit lésé. À ce moment-là, ils n'étaient pas des héritiers, mais une famille qui avait appris à se soutenir mutuellement. Au cours des dernières semaines, la maison devint plus silencieuse. Sébastiana passait beaucoup de temps au lit, les yeux souvent clos, mais son visage paraissait serein. Elle parlait peu, mais quand elle le faisait, c'était avec une douceur qui restait gravée. Elle dit à Clara que l'amour n'a pas besoin d'origine. Elle dit à João que l'intégrité était la plus grande des fortunes. Et elle dit à Edilène que le pardon n'est complet que lorsqu'on se pardonne à soi-même. Par un matin doré, elle ouvrit les yeux, les regarda tous les trois et sourit. « Maintenant, tout est bien », chuchota-t-elle. Sa main reposait dans celle d'Edilène. Pour la première fois, la fille ne la tenait pas par obligation, mais par amour. Sébastiana mourut paisiblement, sans lutte. Elle ne laissait pas derrière elle une richesse de pierre et de terre, mais quelque chose de plus durable. Une harm, une histoire qui montrait que la perte ne doit pas être la fin, que la justice peut exister sans haine, et que la famille naît là où les êtres choisissent de s'unir pour les autres.